Un étui destiné à la musique contenait quelque chose de bien plus sinistre. Bienvenue au mystère de minuit, je suis votre hôte Gustave. Dites-moi d'où vous m'écoutez. J'apprécie toujours d'avoir de vos nouvelles. Vos mots donnent à chaque mystère plus de profondeur et de couleur. La lueur du feu dansait paresseusement sur le parquet en noyer poli du salon de Larkspur, sa douce lueur se reflétant faiblement dans le laiton de l'horloge française qui tic-taquait tel un métronome hésitant sur la cheminée. Dehors, la pluie de décembre tombait en nappes lentes et régulières, enveloppant la campagne d'un silence gris et boueux. Mais dans l'immense domaine de Sir Lionel Howard, l'ambiance était tout sauf paisible. Tout avait commencé par un cri, une longue plainte interminable de Lady Howard qui brisa le silence de la soirée comme une note de violon discordante. Le temps que le personnel de maison et Sir Lionel lui-même se précipitent vers la salle de musique, la source de son horreur gisait grotesquement étendue sur le sol. Charles Radner, violoniste de concert renommé et invité de la famille, mort à côté de son précieux instrument garnerie, le manche brisé en deux. La scène était curieuse dans sa disposition. Le corps de Radner gisait allongé près du piano, la main gauche toujours crispée comme une griffe, le regard vitreux, une dernière question silencieuse. Aucune blessure visible, aucun sang versé. Seul l'étui à violon renversé, son intérieur en velours vert étrangement nu, et une partition déchirée, à moitié froissée, reposait à côté de lui. Sarabande en mi mineur, une composition lugubre, même de son vivant. Elle semblait désormais se moquer de la mort elle-même. Le coroner, appelé rapidement du village voisin de Netherfield, était perplexe. Des causes naturelles, peut-être, murmura-t-il d'un ton hésitant, ou un problème cardiaque. Mais Sir Lionel, figé par la rage, n'était pas d'accord. N'importe quoi, rétorqua-t-il. Charles était en parfaite santé. Ce n'est pas une coïncidence. Ce violon valait une fortune. Et cet homme avait des ennemis. L'inspecteur de police de Midhurst arriva peu après, chaussé de lourdes bottes et surmené, avec l'air las d'un homme habitué aux disputes conjugales et aux disparitions de bétail, et non aux meurtres mondains dans les salles de musique gothique. Il prit une série de déclarations superficielles et se gratta le cou d'un air pensif. Le violon est cassé. L'étui était ouvert. Les partitions déchirées. Mais aucune trace de lutte, rien de volé. Un suicide? Ça ne vous paraît pas normal? Non? Ce ne fut pas le cas. Le reste de la maisonnée acquiesça. Les invités, tous aussi stupéfaits les uns que les autres, se rassemblèrent dans le salon écarlate tandis que le vent hurlait contre les vitres. Parmi eux, Lady Vivienne Howard, l'épouse beaucoup plus jeune de Sir Lionel, pâle et posée, qui avait été une admiratrice fervente du jeu de Radner, certains murmuraient, de Radner lui-même. Géraldine Marsh, l'agent de Radner et une femme aux costumes élégants et aux opinions encore plus tranchées, qui avait été entendue en train de se disputer avec lui au sujet de son dernier contrat. Jonathan Howard, le fils maussade de Sir Lionel issu de son premier mariage, dont la jalousie brûlait, à peine cachée sous une surface de politesse froide. Mademoiselle Lydia Fanchurch, compositrice amateur et invitée de Lady Howard, calme et modeste, jusqu'à ce qu'on la découvre tenant une deuxième feuille déchirée de la même composition. Et Sébastien Klein, un musicologue américain, venu documenter les techniques d'interprétation de Radner, dont les récits sur ses allées est venu sembler étrangement incohérents. L'inspecteur, sentant peut-être ses limites, se retira tôt et plaça la maison sous surveillance temporaire. Personne n'entre ni ne sort, déclara-t-il en tapotant son carnet. Pas avant l'arrivée des experts demain. Il parlait de Scotland Yard. Mais Scotland Yard ne sera jamais appelé. Au lieu de cela, ce fut Lady Howard elle-même, désormais calme, la voix froide mais urgente, qui passa un appel qui allait changer le cours de l'enquête. « Je veux Hercule Poirot, dit-elle, et je le veux soir. » À l'aube du lendemain matin, une voiture sombre apparut remontant l'allée de gravier de Larkspur. Un petit homme, impeccablement vêtu, en sortit, avec une moustache bouclée comme une clé de sol. Il s'arrêta, contempla la grisaille matinale avec dégoût et ajusta le pli de son foulard en soie. « Mon Dieu !» murmura Hercule Poirot, « un tel temps ne convient guère aux vivants, et encore moins aux morts. » Et avec cela, il s'est penché sur l'affaire du violoniste assassiné. La porte de Larkspur Hall se referma avec un bruit sourd derrière Hercule Poirot, qui retira délicatement ses gants et les tendit au majordome avec un signe de tête reconnaissant. Son regard, sombre et perçant, scruta le hall d'entrée, s'attardant sur l'horloge comtoise ornée,
le porte-parapluie, les traces de terre près du bord du tapis. Rien ne lui échappait, pas même le silence qui planait anormalement dans l'air, comme un souffle retenu. Sir Lionel Howard sortit du bureau, le port droit, mais le visage tendu hélas. « Monsieur Poirot, salua-t-il brusquement en lui tendant la main. « Merci d'être venu si vite. » Poirot inclina légèrement la tête. Quand la vie d'un homme est ôtée, 1000 pardons, mais la rapidité est essentielle, n'est-ce pas? Par ici, s'il vous plaît, dit Sir Lionel en le guidant à travers une série de longs couloirs jusqu'à la salle de musique. Le corps a été emporté, bien sûr, mais nous n'avons touché à rien d'autre. J'ai demandé au personnel de ne pas entrer. Poirot entra lentement dans la pièce, les yeux plissés. Il resta silencieux une minute entière, se contentant d'observer les détails. Le violon brisé sur le sol, l'étui ouvert à côté, dont l'intérieur somptueux était exposé comme une blessure, les partitions flottant légèrement dans le courant d'air de la cheminée. Poirot s'approcha du piano et souleva délicatement la partition déchirée entre ses doigts gantés. Ses lèvres se pincèrent. La sarabande en mi mineur, oui, dit-il. Vous le reconnaissez? Demanda Sir Lionel, surprise. Je reconnais l'écriture, murmura Poirot. Ce n'est pas celle de Radner. C'est l'écriture d'une femme. Sir Lionel cligna des yeux. Comment le savez-vous? Poirot sourit faiblement. Les boucles sont larges, rondes, pleines de douceur. Un homme dans l'état d'esprit de Charles Radner, agité, ambitieux, fier, n'aurait jamais façonné ses notes avec autant de générosité. Non. Ceci a été écrit par quelqu'un qui aspirait peut-être à lui plaire, ou à le pleurer. Il se détourna du drap. Tu as dit que le violon valait une fortune? Plus d'250 000 de livres. C'était assuré? Bien sûr. Le regard de Poirot se porta, à nouveau sur la valise vide. Pourtant, elle n'a pas été volée. Non, répondit Sir Lionel d'un ton sombre. Celui qui l'a cassée l'a laissée là. Comme un message. Poirot ne répondit pas. Il s'agenouilla près de l'instrument brisé, ses doigts gantés traçant la fracture nette. Il a été cassé au niveau du manche. Volontairement. Cela requiert non seulement de la force, mais aussi de la colère. Un acte impulsif, peut-être, ou très symbolique. Il se leva lentement. Maintenant, si vous voulez bien, Sir Lionel, puis-je parler aux invités? Ils sont dans le salon rouge. Poirot hocha la tête et le suivit dans le couloir. Le salon cramoisi semblait plus oppressant à présent dans la lumière matinale. 5 silhouettes étaient assises, éparpillées comme des pièces d'échecs dépareillées. Poirot entra sans prévenir, et le silence qui s'installa dans le groupe fut instantané et dense. Il s'avança, tout en élégance et en prestance. « Mesdames et messieurs, dit-il en s'inclinant légèrement, permettez-moi de m'immiscer. Je suis Hercule Poirot. Je suis venu découvrir la vérité sur la mort de M. Charles Radner. Je vous demande simplement patience et honnêteté. » Lady Vivienne Howard, assise près du feu, tourna lentement la tête vers lui. Elle portait du velours vert profond et un collier de perles, et malgré son visage pâle, son regard exprimait le calme attentif d'une femme habituée à l'observation. « C'était mon ami, dit-elle doucement. Tu dois le croire. » Poirot inclina poliment la tête, mais ne fit aucun commentaire. « Commençons, si vous me le permettez, par vous, madame. Quand avez-vous vu M. Radner vivant pour la dernière fois? » Elle hésita un instant. « Vers 7 heures, juste avant le dîner. Il joua du piano un instant, très doucement. Une nouvelle mélodie, inachevée. Puis il dit avoir mal à la tête et quitta la pièce. » Poirot tourna son regard vers Jonathan Howard, debout près du plateau à carafe, se versant un cognac qui tremblait légèrement dans son verre. Le jeune homme serra les dents. « Je ne l'ai pas vu du tout après le déjeuner, » murmura Jonathan. « On n'était pas vraiment en bons termes. » Poirot haussa un sourcil. « Hein? Et pourquoi, monsieur? » Radner était un parasite. Il vivait au crochet de la générosité de mon père. Il affichait ce satané violon comme s'il avait fait de lui un roi. Il n'avait même pas ce talent. Géraldine Marsh laissa échapper un soupir. « Ce n'est pas vrai, et tu le sais. » Toutes les têtes se tournèrent. Géraldine était assise, une jambe croisée sur l'autre, son tailleur impeccable, ses courts cheveux noirs impeccables. Charles Radner était un artiste brillant. Difficile, certes. Mais le génie l'est souvent, et il était sur le point de signer un contrat avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Je le sais, car c'est moi qui l'ai arrangé. Poirot s'approcha. Mais était-il content de signer? Elle fronça les sourcils.
Il a hésité. Comme toujours. Je l'ai poussé. Je n'aurais peut-être pas dû. Mais c'était l'occasion de ma vie. Et vous, mademoiselle Fanchurch? Demanda Poirot en se tournant vers la jeune femme, pâle près des étagères. Avez-vous vu monsieur Radner hier soir? Lydia Fanchurch baissa les yeux sur ses genoux, puis les releva. Brièvement. Il a demandé à voir la composition que j'avais écrite, la sarabande. Il a joué quelques mesures, puis a dit qu'elle avait un tempérament tragique. Je l'ai laissé tranquille après ça. Les yeux de Poirot brillèrent. Et il t'a rendu ta note? Non, dit-elle. Mais j'en ai retrouvé une partie, plus tard. Dasher, près de la salle de musique. Et pourtant, vous n'en avez pas parlé à la police. Je n'étais pas sûr que ça ait de l'importance. J'ai paniqué. Enfin, Poirot s'adressa à Sébastien Klein, qui était resté silencieux, observant depuis le coin avec un détachement pensif. Monsieur Klein, vous étiez ici pour observer la technique de Radner, n'est-ce pas? Klein hocha légèrement la tête. Je travaille sur une monographie. Charles m'avait promis de documenter ses séances d'entraînement. Poirot pencha la tête. Est-ce qu'il semblait perturbé, agité, d'une quelconque façon récemment? Klein hésita, puis dit, il était tendu, distrait. Quelque chose le pesait, mais il ne voulait pas dire quoi. Il a mentionné une lettre qu'il avait reçue, disant qu'elle avait tout gâché. Les sourcils de Poirot se haussèrent légèrement. Une lettre? Savez-vous où elle est? Non. Il l'a brûlée, je crois. Directement dans l'âtre. J'ai vu les cendres ce matin. Poirot se tourna lentement, scrutant chaque visage dans la pièce. 5 personnes. 5 les potentiels d'un mystère soigneusement composé, comme des notes sur une portée, chacune exigeant sa propre interprétation. Un homme est mort, dit-il doucement. Un violon détruit. Un morceau de musique défiguré. Ces choses-là ne sont pas le fruit du hasard, non. Elles sont reliées par une mélodie, peut-être, ou par un silence plus parlant que n'importe quel son. Il sourit doucement. Mais nous devons d'abord écouter très attentivement la musique avant de pouvoir déchiffrer ce qu'elle essaie de dire. Sur ce, il recula, laissant le silence s'installer à nouveau. Mais celui-ci était désormais empli de tension, chaque personne, chaque suspect potentiel, se demandant ce que le petit détective belge avait déjà vu et compris. Alors que les derniers échos de la voix de Poirot se répercutaient dans les plis de velours des rideaux du salon, un subtil changement d'atmosphère s'ensuivit. Les invités échangèrent des regards, non pas avec camaraderie, mais avec une inquiétude prudente. Leurs expressions étaient polies, posées, mais Poirot voyait au-delà. Il voyait le silence trop tendu, les regards rapides, les petites trahisons de posture. Il joignit soyeusement les mains devant lui. « Merci. Je ne vous retiendrai pas plus longtemps, pour l'instant. Mais je vous demande de ne quitter la maison et de ne parler à personne de ce qui vient d'être dit, sauf à moi. » Ils murmurèrent leur accord. Géraldine se leva vivement, visiblement soucieuse de prendre ses distances. Jonathan vida le reste de son cognac et sortit sans un mot. Lady Vivienne esquissa un sourire doux et indéchiffrable avant de s'excuser, en posant une main sur l'épaule de Lydia. Seul Sébastien Klein s'attarda un instant, observant Poirot avec une vague curiosité, avant de s'éclipser discrètement. Poirot se tourna vers Sir Lionel, resté silencieux tout au long de la conversation, aussi raide et immobile que la tête du cerf dressée au-dessus de la cheminée. « Vous m'avez été d'une grande aide, » dit doucement Poirot. « Maintenant, si vous me le permettez, j'aimerais voir les affaires de M. Radner. Ses bagages, la chambre où il a séjourné, et surtout, les manuscrits musicaux ou les lettres qu'il a reçus ces derniers jours. » Sir Lionel hocha la tête. « Bien sûr, je vais demander au majordome de vous accompagner. » Mais Poirot secoua la tête. « Pas besoin. Je préfère y aller seul. C'est mieux. On voit mieux quand on n'est pas surveillé, n'est-ce pas? » Sir Lionel, bien que visiblement peu enthousiaste à l'idée, céda. « Au dernier étage. Deuxième porte à gauche. Je crois que ces affaires y sont toujours. » Poirot monta lentement l'escalier, observant les portraits alignés dans le hall, des générations de Howard, le regard sévèrement posé derrière une vitre. Il ne s'arrêta qu'une seule fois, pour examiner une tache délicate sur la rampe en bois faible, comme une empreinte digitale effacée par la précipitation. La chambre de Radner était petite mais meublée avec goût. Une robe de chambre était pliée sur le lit, une trousse de voyage se trouvait à côté de l'armoire, entr'ouverte. Poirot l'ouvrit délicatement, retira la couche supérieure de vêtements et inspecta le contenu en dessous.
des boutons de manchette dans un écrin de velours, un nécessaire de rasage et caché dans une poche latérale, un morceau de musique manuscrit au crayon, à peine lisible. Il le tint à la lumière. Pas la sarabande. Autre chose. Disjoint. Repetitive. Comme si le compositeur avait joué avec un motif et en avait perdu le fil à mi-chemin. Poirot s'installa près du bureau. Le dessus était propre, dépoussiéré récemment. Pourtant, en ouvrant le tiroir, il trouva plusieurs pages de notes griffonnées par Radner. Des phrases comme « Je ne peux pas lui faire confiance ». Mais pourquoi ferait-elle? Et s'il l'apprend, c'est fini. Une page ne contenait qu'une seule ligne. Velours vert. Même parfum. Même mensonge. Poirot reposa lentement la page. Du velours vert, répéta-t-il silencieusement. La robe de Lady Vivienne était d'un vert émeraude profond. Serait-ce une coïncidence? Il fouilla la pièce plus avant, veillant à ne rien déranger plus que nécessaire. Une petite corbeille à papier ne contenait que des enveloppes déchirées. Poirot s'agenouilla, en récupéra une avec précaution et en rassembla les fragments. L'adresse de retour était à Vienne. Le cachet de la poste, il y a 2 jours. À l'intérieur des restes pliés se trouvait une signature à peine visible sous la tache d'encre, Helena. Les yeux de Poirot se plissèrent. Helena, un nom non mentionné jusqu'ici. Et de Vienne, peut-être un lien avec le contrat de Berlin? Ou quelque chose de plus personnel? Un coup à la porte interrompit ses pensées. C'était le majordome, poli mais tendu. « Pardon, Monsieur Poirot. Mademoiselle Fanchurch a demandé à vous parler. Seul à seul. »« Mais bien sûr, dit Poirot. Conduisez-la au petit salon, s'il vous plaît. Je descends tout de suite. » Il remit tout en place avec précision et quitta la pièce, l'esprit bourdonnant d'envie. Lorsqu'il entra dans le petit salon, Lydia Fanchurch se tenait près de la fenêtre, les mains jointes. Ses joues étaient rouges. « Je suis désolé de vous déranger, dit-elle doucement. Mais je ne vous ai pas tout dit plus tôt. J'avais peur. » Poirot s'inclina légèrement. « Alors, je vous en prie, mademoiselle, dites-moi tout de suite. La vérité, ni plus ni moins. » Lydia hésita, puis s'approcha. « Charles ne m'a pas seulement demandé à voir ma sarabande. Il m'a dit qu'il voulait l'acheter. Ou plutôt, qu'il voulait que je lui en accorde le mérite. »« Ah, dit doucement Poirot. Do plagiate. Il a dit que ça lancerait ma carrière. Qu'il pourrait le rendre célèbre. Il a dit que les gens s'en ficheraient de savoir si c'était lui ou moi qui l'avais écrit, du moment que c'était beau. Mais j'ai refusé. Je lui ai dit que je ne laisserais pas mon nom disparaître. » Poirot hocha lentement la tête. Et comment a-t-il réagi? Il était en colère. Il m'a traité de naïve. Que dans le monde de la musique, on emprunte tout de toute façon. Mais soudain, il s'est arrêté. Comme s'il se souvenait de quelque chose. Et il est parti sans un mot. L'esprit de Poirot revint au violon brisé, à la musique détruite, au message laissé sous forme de symbole plutôt que d'anx. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt, mademoiselle ?» Lydia détourna le regard. « Parce que j'avais besoin d'être sûr qu'il était vraiment mort. » La confession flottait dans l'air comme la dernière note d'une symphonie. Poirot l'observa un instant, puis dit « Merci. Vous avez bien agi, même si c'est tardif. » Elle lui adressa un léger sourire d'excuse, puis se retourna pour partir. Arrivé à la porte, Poirot ajouta doucement « Dites-moi, connaissez-vous une personne nommée Helena ?» Elle se figea, juste légèrement. « Helena » répéta-t-elle. « Non, je ne crois pas. » Poirot la regarda partir. Le déni était venu trop vite, le ton trop désinvolte. Il se retourna vers la fenêtre, observant le vent fouetter les arbres. Tant de notes dissonantes. Un violon détruit. Une lettre disparue. Une composition réclamée, rejetée et déchirée. Une femme nommée Helena. Poirot tapota doucement le verre du bout des doigts. Un meurtre laisse toujours une trace. Il suffisait d'écouter, non seulement ce qui était dit, mais aussi ce qui avait été passé sous silence. Il devrait écouter très, très attentivement. Poirot resta un instant près de la fenêtre, les doigts légèrement pressés contre la vitre fraîche, le front plissé par la contemplation. Dehors, la pluie avait laissé place à une bruine lente et intermittente, mais à l'intérieur de l'Arxpurol, la tempête de tromperie commençait à peine à se lever. Helena. Le nom résonnait en lui, léger mais persistant, comme une harmonie oubliée sous la surface d'une mélodie familière. Il tourna les talons, ses chaussures cirées murmurant à peine sur le parquet en sortant du petit salon. Il manquait encore des éléments. Des fils d'émotion à moitié exprimés. Si Lydia Fanchurch cachait sa relation avec Helena,
ce n'était pas par négligence. C'était par peur. Poirot l'avait déjà vu trop souvent, lorsque la culpabilité n'incombait pas au meurtrier, mais à quelqu'un qui se tenait dangereusement près de la vérité. Il retourna au salon, mais s'arrêta au milieu du couloir. Une faible mélodie, jouée de façon saccadée et grave, s'échappa de derrière une porte à moitié fermée, à sa droite. Il s'arrêta, tendant l'oreille. Quelqu'un était au piano. Silencieusement, il poussa la porte. Jonathan Howard était assis au clavier, les épaules tendues, les doigts pressant avec hésitation quelques mesures brisées d'une progression d'accords mineurs. Le morceau lui était inconnu, improvisé peut-être, ou simplement maladroit. Jonathan se retourna au grincement de la porte. « Toi, je dérange ?» demanda doucement Poirot. « Non, je suppose que tu diras que même mon jeu maladroit te dit quelque chose. » Poirot eut un léger sourire. Chaque homme se révèle dans ses moments de solitude. La musique, surtout, révèle l'âme, Monsieur Howard. Jonathan resta immobile. « Que veux-tu » ? Pour vous comprendre, répondit simplement Poirot. Toi et Radner, quelle était la véritable nature de votre conflit? Jonathan serra les dents. Il était tout ce que mon père admirait. Un génie, un visionnaire. Peu importe les dettes, les manipulations. Mon père lui a offert la maison d'amis au printemps dernier, lui disant qu'il pouvait se concentrer sur son article. Pendant ce temps, je me retrouvais seul à gérer les comptes du domaine comme un serviteur sanguinaire. Ah, dit Poirot. Et pourtant, vous n'avez pas protesté. Je l'ai fait. Mais personne n'écoute quand l'autre joue comme un dieu. Poirot l'observa attentivement. Mais le dieu est mort maintenant. Était-ce ce que tu voulais? Le visage de Jonathan s'y déforma. Tu crois que je l'ai tué par jalousie? Je pense, dit doucement Poirot, que l'envie peut mener à des pensées sombres. Mais agir, c'est autre chose. Avez-vous eu connaissance d'une correspondance que Radner a reçue récemment? Une lettre de Vienne, peut-être? Jonathan secoua la tête. Il recevait des lettres tout le temps. D'orchestres, d'admirateurs, de créanciers. Je n'en ai pas tenu compte. Poirot se tourna vers le piano. Ce morceau que tu jouais, c'était le tien? Jonathan rugit. Non. Un morceau que Radner a écrit il y a quelques semaines. Je l'ai entendu jouer par fragments. Ça m'est resté en tête. Les yeux de Poirot se plissèrent. Et tu t'en souviens? Precisement? J'ai une bonne oreille, marmonna Jonathan. Poirot toucha le bord du piano, puis se retourna. Merci, Monsieur Howard. Je ne vous dérangerai plus. Mais ne vous éloignez pas trop, s'il vous plaît. Il laissa Jonathan le regarder et retourna dans le couloir principal, où il rencontra Géraldine, montant les marches de la cave, la bouche droite. Mademoiselle, la salle à Poirot. Vous n'étiez pas parmi les autres tout à l'heure. J'avais besoin d'un moment, dit-elle vivement. Ce n'est pas facile d'être ici. Cette maison empeste la prétention et l'argent ancien. Et pourtant, vous avez fait en sorte que Radner soit ici. Je lui ai fait prendre du repos, a-t-elle rétorqué. Il était épuisé. Les tournées, la composition, la pression constante de tous pour produire quelque chose de transcendant. C'est ce qu'on attend d'un génie, non? Être nourri comme un spectacle. Poirot la regarda attentivement. Et pourtant, il parlait de ne pas signer le contrat de Berlin. Elle hésita. Je ne sais pas ce qui a changé. Il était déstabilisé. Quelque chose s'est produit 2 jours avant sa mort. Il est devenu méfiant envers tout le monde. Paranoïaque. Il t'a dit pourquoi? Non. Mais il a commencé à verrouiller son étui à violon quand il n'y avait pas accès, même pendant le dîner. Comme s'il craignait que quelqu'un puisse le manipuler. Le regard de Poirot s'aiguisa. Quelqu'un l'a fait? Pas à ma connaissance, dit Géraldine, mais sa voix manquait de certitude. Poirot resta silencieux un instant. Mademoiselle, Charles Radner a-t-il jamais parlé d'une femme nommée Helena? Sa bouche se contracta. Helena? Oui. Je crois qu'il a mentionné une fois, en passant. Il a dit qu'elle était de son époque au conservatoire. Une violoniste, je crois. A-t-il parlé avec tendresse ou avec regret? Les deux, répondit-elle après une pause. Il disait qu'elle jouait comme le vent en hiver. Froide et claire. Et qu'il l'avait trahi une fois. Poirot hocha lentement la tête. Les morceaux s'agitèrent dans son esprit, comme une musique hors de portée. Il retourna dans la salle de musique, une fois de plus confronté au violon brisé. Sa destruction avait quelque chose de théâtral. Non seulement pour effacer la musique, mais pour faire taire une voix.
Il s'accroupit près des fragments et examina le revêtement de l'étui. Il y avait une légère odeur de parfum, doux mais vif du géranium, peut-être avec une trace de bois de cèdre. Poirot se leva et s'approcha du piano. Il regarda de nouveau la feuille que Lydia avait identifiée comme étant la sienne. Cette fois, il remarqua quelque chose qu'il avait manqué auparavant. Dans le coin, une empreinte à peine visible, un « E » en calligraphie, partiellement maculée mais reconnaissable. Ce n'était pas l'écriture de Lydia, et certainement pas celle de Charles Radner. Il remit soigneusement la page en place et se redressa lorsque Lady Vivienne entra dans la pièce. « Je pensais te trouver ici », dit-elle avec un petit sourire. Poirot se retourna. « La maison est pleine de pas aujourd'hui, madame. Croyez-vous que l'un d'entre nous l'a fait » demanda-t-elle. Poirot la regarda calmement. « Je crois que quelqu'un ici savait exactement ce que Charles Radner craignait. » Elle pencha la tête et l'observa. Et de quoi avait-il peur? Poirot se dirigea vers la cheminée, dont les cendres avaient refroidi depuis longtemps. La révélation d'un secret, d'un passé, d'une trahison. Le violon n'était pas seulement un instrument, c'était un coffre-fort. Et quelque chose à l'intérieur l'effrayait. Les lèvres de Vivienne s'entr'ouvrirent, mais elle ne dit rien. Poirot reprit la parole, d'une voix douce. « Dites-moi, madame, où étiez-vous au moment de la mort de Radner ?»« J'étais dans mon salon. Je lisais. J'ai entendu le cri et je suis arrivé en courant. Quelqu'un peut-il vérifier cela ?»« Non, j'étais seul. » Il hocha la tête, presque gentiment. « Alors je dois vérifier autrement. En écoutant, non pas ce que vous dites, mais ce que les autres ne disent pas. » Il s'inclina courtoisement et se détourna, l'esprit déjà en ébullition. La main cachée dans la musique. La signature d'une femme sous une composition volée. Un homme anéanti par le souvenir et la peur. Il y avait, pensa-t-il, quelque chose qui jouait encore sous la surface, comme une corde de violon qui tremble même après que l'archet l'ait quitté. Et bientôt, il découvrirait qui avait joué cette note finale et fatale. Poirot quitta la salle de musique d'un pas lent et posé, l'expression indéchiffrable. La salle était silencieuse, comme si les murs eux-mêmes s'efforçaient de capter les courants sous-jacents de l'enquête. Mais l'esprit de Poirot s'agitait rapidement, déroulant chaque fil avec la même précision qu'il appliquerait à un collier de perles serrées. Il y avait un motif, il en était certain, une structure cachée sous toute cette discorde. La voix du compositeur disparut, les fragments d'envie, de trahison, d'identité inexprimés. Il remonta à l'étage, non pas dans la chambre de Radner cette fois, mais dans l'aile ouest, où se trouvaient les chambres d'amis réservées aux visiteurs de Lady Vivienne. La porte de Lydia Fanchurch était entr'ouverte. Il frappa doucement, puis entra, sans obtenir de réponse. La pièce était modeste, soigneusement tenue. Un dossier manuscrit était posé sur le bureau, la couverture fermée mais visiblement feuilletée. Poirot jeta un coup d'œil autour de lui. Pas de photos, pas de touches personnelles. Juste le dossier, un stylo plume et un flacon d'encre lavande à moitié vide. Il ouvrit le dossier avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des pages de musique écrites par Lydia, élégantes, travaillées, méthodiquement. Mais une feuille, glissée vers la fin, se démarquait. Elle dégageait une énergie nettement différente. Les fioritures étaient plus nettes, le rythme plus soutenu, et dans la marge, des notes de crayon effacées, totalement absentes de l'écriture de Lydia. Décès Alphine, changement en sol dièse pour la deuxième phrase. Poirot plissa les yeux. Les corrections provenaient de quelqu'un qui connaissait bien l'œuvre, quelqu'un habitué à ajuster les détails, non pas pour la publication, mais pour la représentation. Et dans le coin inférieur, comme avant, il y avait une signature faible et bouclée. Pas la main de Lydia, pas celle de Charles. Helena. Il remit la page exactement comme il l'avait trouvée, son esprit s'aiguisant autour de cette figure fantôme. Une femme que Radner avait ratée. Une femme avec une main de musicien, et peut-être une rancune amoureuse. De retour en bas, Poirot se dirigea vers la bibliothèque, où il trouva Sir Lionel penché sur les registres de succession, un cognac intact à son coude. Le vieil homme leva les yeux, les sourcils froncés. « Tout est implacable, Poirot. C'est la seule façon d'honorer les morts, monsieur. » Sir Lionel soupira. « Alors, avez-vous compris cette folie? » « Pas encore. Mais ça commence à fredonner, comme l'ouverture avant le lever de rideau. » Poirot prit une chaise en face de lui. « Vous avez parlé de la valeur du violon, de son assurance. Puis-je vous demander qui a souscrit cette assurance ?» Sir Lionel haussa les épaules avec lassitude. « Geraldine.
Cela faisait partie d'un portefeuille plus vaste qu'elle gérait pour Radner. Elle y tenait absolument, d'ailleurs. Elle disait qu'il était négligent avec ses affaires. Poirot hocha la tête pensivement. Et l'instrument, est-il toujours resté sous sa garde? A-t-il jamais été prêté? Jamais réparé? Non. Il laissait rarement quelqu'un y toucher. S'il avait pu dîner avec, bercé sous son menton, je suis sûr qu'il l'aurait fait. Poirot réfléchit. Il y a quelque chose d'inhabituel, sœur Lionel. Radner craignait que quelqu'un ne trafique son violon. Il soupçonnait un vol, peut-être un sabotage. Sœur Lionel fronça les sourcils. Suggérez-vous que quelqu'un a fait quelque chose au violon? Poirot se leva. Je ne suggère pas. Je demande. Parce que si un homme croit que son instrument n'est plus en sécurité, et qu'il continue pourtant à le garder près de lui, pourquoi? Sœur Lionel n'avait pas de réponse. Poirot retourna au salon, où Géraldine Marche se tenait près de la cheminée, les bras croisés. Elle ne parut pas surprise de le voir. « Je pensais que tu reviendrais peut-être, » dit-elle. Poirot inclina la tête. « Vous êtes une femme intelligente, mademoiselle Marche. Efficace. Protectrice. Mais il y a quelque chose que vous devez me dire maintenant. La vérité, entièrement. » Ses lèvres se pincèrent, mais elle hocha la tête. Charles travaillait sur quelque chose de nouveau. Pas une composition, du moins pas exactement. Une réinterprétation d'un vieux morceau. Il avait trouvé une vieille mélodie dans un manuscrit oublié et l'adaptait. Mais il gardait le secret sur sa source. Le regard de Poirot s'aiguisa. Pourquoi tant de secrets? Parce qu'il prétendait que c'était le sien. Mais je crois que non. Et quelqu'un le savait. Helene. Le silence de Géraldine le confirmait. Elle a écrit l'original, n'est-ce pas? Dit doucement Poirot. Peut-être il y a des années. Et il l'a utilisé, modifié, construit dessus. Et quand est venu le moment d'avouer ou de se produire, il a hésité. Géraldine s'assit lentement, comme si la vérité pesait lourd sur elle. Elle lui a écrit de Vienne. J'ai vu la lettre. Je ne l'ai pas lue en entier, mais elle lui a demandé de dire la vérité. Elle a dit que s'il ne le disait pas, elle le ferait. Je crois qu'il l'a brûlé. Poirot hocha la tête. Et Lydia Fanchurch, comment s'est-elle retrouvée impliquée? Elle ne savait rien d'Helena, pas directement. Mais elle savait que Charles essayait de faire passer quelque chose pour lui. Lorsqu'elle refusa de lui donner sa sarabande, il se tourna vers la pièce d'Helena. Une solution de repli. Poirot croisa les bras. La culpabilité, la pression, la tromperie. Tout a atteint son paroxysme. Mais quelqu'un a décidé que ce ne serait pas lui qui mettrait fin à tout ça. Géraldine leva les yeux. Tu crois que c'était Lydia? La voix de Poirot était calme. Non. Mademoiselle Fanchurch est intelligente, mais elle n'est pas impitoyable. Cependant, quelqu'un d'autre est les deux. Il la laissa assise, pensive, et se dirigea vers le couloir de la galerie, où il s'arrêta près de la vitrine contenant des photos de famille et de petits bibelots. Un objet attira son attention, une boîte à musique ancienne, poussiéreuse et légèrement entr'ouverte. Il l'ouvrit avec précaution. La mélodie qui résonnait lui était familière et envoûtante, des notes rappelant le début de la sarabande de Lydia, mais subtilement altérée. Il reconnut le thème sur la page déchirée près du corps de Radner. La musique d'Helena, à nouveau, préservée non seulement dans un manuscrit, mais aussi dans la mémoire. Peut-être transmise de main en main comme un héritage qui s'estompe. Les ombres dans le couloir s'épaissirent tandis que Poirot reculait. La maison se fit plus silencieuse, comme si chaque recoin retenait son souffle. Il parlerait une dernière fois à Lady Vivienne. Et puis, il rassemblerait tout le monde. La mélodie était presque achevée. Il ne restait que le dernier mouvement. Les lampes étaient allumées à l'arc-spurôle, leurs lueurs projetant de longues ombres ambrées sur les murs lambrissés. L'orage extérieur était passé, laissant l'air intérieur d'un calme inquiétant. Poirot arpentait désormais les couloirs familiers avec une détermination accrue, le rythme de la maison résonnant faiblement sous ses pas. Chaque information se mettait en place silencieusement, méthodiquement, comme si la vérité avait toujours résonné sous la surface, attendant d'être entendue. Il trouva Lady Vivienne assise dans le solarium, un livre ouvert sur ses genoux, bien que ses yeux ne soient pas rivés sur la page. Le soleil couchant filtrait faiblement à travers la vitre, la dessinant d'un or pâle. Elle ne leva pas les yeux lorsqu'il entra. « Monsieur Poirot, dit-elle doucement, je me demandais quand vous viendriez. » Il traversa la pièce sans un mot et s'assit en face d'elle, croisant les mains sur la petite table qui les séparait.
Aucun bruit n'était audible, hormis le faible tic-tac d'une horloge sur la cheminée. « Madame, dit-il enfin, je crois que vous saviez la vérité avant mon arrivée. » Elle referma doucement le livre et le regarda. « Et quelle est cette vérité? Charles Radner n'est pas mort par envie ou par rivalité professionnelle, mais parce qu'il a trahi quelqu'un. Quelqu'un dont il a volé la musique et la confiance. » Son expression ne changea pas. « Tu parles d'Helena. »« Oui, dit doucement Poirot. Tu la connaissais. » Vivienne regarda derrière lui, vers le ciel qui s'assombrissait. « J'ai étudié avec elle. Il y a des années. À Salzbourg. Nous étions amis. Et rivales, peut-être, même si nous ne l'avons jamais admis. Elle jouait avec plus de cœur que de technique, mais les gens se souvenaient d'elle. Charles l'admirait, la décidait, mais il craignait d'être éclipsé. Poirot ne dit rien, il la regarda simplement parler. Après Salzbourg, je suis retourné en Angleterre. Helena est restée à Vienne. Nous avons perdu contact. Quand Charles est réapparu dans ma vie, au gala de Lionel il y a 2 ans, il a apporté avec lui une nouvelle composition. Il l'a intitulée Requiem pour l'hiver. Sa bouche s'y tordit. Mais ce n'était pas de lui. Il a utilisé le travail d'Helena, murmura Poirot. Vivienne hocha la tête. J'ai immédiatement reconnu la mélodie. Je l'avais jouée avec elle une fois, tard un soir, quand nous étions tous les deux jeunes et insensés. Mais Charles l'avait altérée, l'avait masquée à sa manière. Je n'ai rien dit à ce moment-là. Pourquoi? Je ne voulais pas lui faire de mal. Ou peut-être voulais-je croire qu'il avait changé. La voix de Poirot était maintenant très basse. Mais quand la lettre d'Helena est arrivée, tu as compris qu'il ne l'avait pas fait. Elle m'a écrit en premier, dit Vivienne, les yeux légèrement brillants. Elle était désespérée. Elle disait que Charles lui avait promis de la créditer, de relancer sa carrière avec une publication conjointe. Mais au lieu de cela, il l'avait complètement exclu. Elle m'a supplié de le confronter. Elle ignorait qu'il logeait chez moi. Poirot pencha la tête. Et tu l'as confronté? Je l'ai fait. La veille de sa mort. Je lui ai dit que je connaissais la vérité. Que j'avais vu la musique qu'il considérait comme la sienne. Il ne l'a pas nié. Il a dit qu'Helena avait été naïve. Que le morceau avait eu besoin de son génie pour être chanté. Et que personne ne la croirait plus que lui. Poirot se pencha légèrement en avant. Alors, qu'avez-vous fait, madame? Son silence fut long. Puis, je lui ai dit que je lui révélerais tout. Qu'au moment où il interpréterait la musique d'Helena comme la sienne, je veillerais à ce que la vérité éclate. Poirot observa attentivement son visage. Et puis il est mort cette nuit-là. Elle baissa les yeux sur ses mains, serrée fermement sur ses genoux. Oui, mais je ne l'ai pas tué. Sa voix ne tremblait pas. Juste la lassitude de quelqu'un qui portait un secret depuis trop longtemps. Poirot se leva lentement. Je te crois. Vivienne cligna des yeux, surprise. Mais tu mens encore pour protéger quelqu'un, ajouta-t-il, et elle en eut le souffle coupé. Il reste un détail. Le dernier. Et il ne t'appartient pas. Il la quitta alors, son silence étant sa réponse. De retour dans le hall central, Poirot fit signe au majordome. Veuillez rassembler tout le monde dans la salle de musique dans les 10 prochaines minutes, dit-il. Il est temps. L'homme hocha la tête et partit, ses pas résonnant dans le couloir. Poirot rentra dans la salle de musique, la même pièce où Charles Radner était tombé, et fit lentement le tour de la pièce. Le violon brisé gisait toujours sous une cloche de verre, déposée là par l'inspecteur, qui avait laissé la scène aux soins de Poirot. L'étui de velours vert était ouvert à côté, aussi vide que la pièce l'avait été avant le crime. Un par un, les suspects entrèrent et prirent place. Sœur Lionel, grave et sévère. Géraldine, les bras croisés et le visage figé dans la pierre. Lydia, pâle et tremblante. Jonathan, debout près de l'âtre, les yeux fixés sur le sol. Sébastien Klein, l'expression indéchiffrable, les mains dans les poches de son manteau. Et enfin, Lady Vivienne, posée et silencieuse, ses yeux croisant ceux de Poirot avec une tristesse faible et résignée. Poirot s'éclaircit doucement la gorge et la pièce devint silencieuse. « Mes amis, commença-t-il, je vous remercie de votre patience. Le moment est venu d'expliquer ce qui s'est passé ici même, dans cette pièce. Pourquoi Charles Radner a été retrouvé mort, son violon brisé et une mélodie réduite au silence. » Il se tourna et regarda d'abord Géraldine. « Tu craignais que Charles ne trahît son héritage par un mensonge, mais tu ne l'as pas tué. Tu aimais son génie et tu espérais qu'il pourrait le racheter. Puis à Lydia, tu t'es cru trompée, exploitée, mais tu es innocente.
La page déchirée de ta sarabande n'était pas un message, c'était un bouclier, destiné à détourner l'attention. Il fit face à Jonathan. Tu enviais profondément Radner. Mais ton amertume manquait de la subtilité nécessaire au meurtre. Tu aurais frappé avec colère, pas en silence. Poirot marqua une pause. Non, celui qui a tué Charles Radner n'a pas agi par colère ni par vengeance. Il a agi pour protéger quelqu'un. Quelqu'un qu'il aimait. Quelqu'un qui avait été trahi. Il se tourna lentement vers Sébastien Klein. C'était vous, monsieur. L'Américain leva les yeux, surpris, mais seulement un instant. Puis quelque chose brilla dans son regard. Helena est ta sœur, dit Poirot. Tu l'as cachée. Mais je l'ai vu dans ta façon de parler des techniques de Radner, dans ton savoir plus étendu que tu ne l'admettais. Tu es venu ici non seulement pour observer la performance de Radner, mais aussi pour affronter l'homme qui avait anéanti l'espoir de ta sœur. La bouche de Sébastien s'y contracta. Tu n'as aucune preuve. Mais je comprends, dit doucement Poirot. Tu avais vu la lettre d'Helena. Tu connaissais la vérité. Et quand tu es arrivé et que tu as vu que Radner prévoyait d'interpréter sa musique comme la sienne, une fois de plus, tu as agi. Klein s'y level l'entertainment. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Je voulais juste le confronter. Le forcer à l'admettre. Poirot hocha la tête. Mais il s'est moqué de toi, n'est-ce pas? Il a ignoré sa douleur. Il a dit qu'il avait amélioré sa musique. Klein serra les dents. Il a dit qu'elle n'était rien. Qu'elle devrait être reconnaissante qu'il se souvienne d'elle. Poirot s'avança. Et vous avez pris le violon. Vous l'avez brisé, l'instrument qu'il chérissait le plus que les gens, plus que la vérité. Et dans la lutte qui a suivi, il est tombé. Il s'est cogné la tête. Il n'y a eu aucune blessure, car l'impact était interne. Sébastien déglutait difficilement. Je ne voulais pas le tuer. Mais tu as laissé la musique à côté de lui, dit Poirot. Non pas comme un aveu, mais comme un plaidoyer pour elle. Klein ne parla pas. Il n'en avait pas besoin. Poirot se tourna vers les autres. La loi doit suivre son cours. Mais peut-être écoutera-t-elle les motivations autant que les actes. Il se tourna enfin vers Vivienne. Ton silence protégeait ton ami. Mais maintenant, le silence est rompu. Elle hocha la tête, une seule larme coulant sur sa joue. Poirot les regarda tous. Que ceci soit la dernière note de la partition. La cadence finale. L'affaire est conclue. Et sur ce, il quitta la pièce, sa silhouette se détachant nettement sur la lumière déclinante. À l'extérieur de l'Arc-Spurol, le crépuscule se transformait en crépuscule violet, les derniers rayons de lumière miroitant à peine sur les allées de gravier mouillé. À l'intérieur, un silence s'était installé, moins le silence du calme que le silence stupéfait, le souffle coupé qui suit une révélation trop vaste pour être pleinement assimilé. Dans la salle de musique, personne n'avait parlé depuis le départ de Poirot. Le violon brisé demeurait sous sa cloche, vestige à la fois de l'art et de la tromperie. Sébastien Klein resta immobile, les épaules carrées, comme pour se préparer au poids de ce qui allait arriver. Géraldine, assise, raide, les rides autour de sa bouche plus marquées, mais son regard ne quittait pas le sien. Lady Vivienne, les jointures blanches mais posées, n'avait regardé personne depuis les derniers mots de Poirot. Lydia fixait l'instrument en ruine de ses grands yeux hantés, tandis que Jonathan, appuyé contre le manteau de la cheminée, la mâchoire serrée, ne disait rien. Mais le silence ne dura pas. Des pas résonnèrent dans le hall, et bientôt le son d'une voix, mesurée et posée, se fit entendre. Poirot revint, accompagné de l'inspecteur local, qui affichait une expression mêlée de fatigue et d'admiration réticente. « Je crois, inspecteur Langlais, dit doucement Poirot, que M. Klein vous suivra sans résistance. Il n'a aucune envie de fuir. Il n'est pas venu avec le meurtre au cœur, mais avec la justice, aussi mal avisée soit-elle. » L'Anglais hocha légèrement la tête, conscient que la situation dépassait ses capacités dès le départ. Il s'avança, mais avant qu'il puisse parler, Sébastien leva la main. « J'y vais, dit-il. Mais sache que je n'ai jamais voulu le tuer. C'est le violon que je voulais détruire. Pas lui. » Poirot le regarda un long moment. « Mais ce n'était pas seulement le violon, monsieur. C'était ce que contenait le violon, pas physiquement, peut-être, mais symboliquement. Ses mensonges, sa vanité, son vol d'un objet sacré pour votre sœur. Vous l'avez brisé pour faire taire son arrogance. » Sébastien ne dit rien et l'inspecteur, après un dernier regard vers Poirot, le prit doucement par le bras et le guida dehors.
Personne d'autre n'a bougé. Poirot s'attarda encore un instant, scrutant chaque visage tour à tour. Il arrive souvent, dit-il doucement, que la vérité soit enfouie non sous des mensonges, mais sous le silence. Vous saviez tous deux quelque chose. Une pièce du puzzle. Pourtant, vous avez choisi de ne pas parler, par amour, par peur ou par instinct de survie. Il se tourna vers Lady Vivienne. Vous auriez pu le dénoncer il y a des années. Vous ne l'avez pas fait. Je l'ai aimé autrefois, dit-elle doucement. Et puis, j'ai eu pitié de lui. Et je suppose que, quand j'ai reconnu la musique d'Helena, j'ai eu honte de mon silence. Je pensais que cela finirait par le détruire. Je ne pensais pas que cela le tuerait. Poirot Franca, les sourcils. Un péché d'omission, madame, est encore présent dans la composition. Et ce qui se jouait ici était une tragédie. I'll fit ungest subtle vers Lydia. Et vous, mademoiselle Fanchurch, si je puis me permettre une observation, ne laissez jamais votre don être accaparé par qui que ce soit. Ni par le charme, ni par la peur, ni par une promesse qui obscurcirait votre propre voix. Lydia rougit, sa voix à peine murmurée. Je ne le ferai pas. Plus jamais. Poirot s'inclina légèrement, puis se tourna vers Jonathan, qui n'avait pas parlé depuis la confrontation. Et vous, monsieur Howard? Vous êtes silencieux maintenant, mais je sens que la dissonance en vous n'est pas résolue. Jonathan le fixa du regard. Tu as tort. Je n'ai pas tué Radner, mais je voulais qu'il disparaisse. Je détestais tout ce qu'il représentait, ce qu'il a pris à cette famille, à moi. Poirot hocha la tête. Et maintenant, il est parti, mais tu n'es plus en paix. Non, non, car ce n'est pas Radner qui t'a emprisonné, mais ta propre amertume. Laisse-la aller, ou elle empoisonnera ce qui reste. Jonathan ne dit rien, mais ses yeux baissèrent et quelque chose dans sa posture s'améliora enfin. Poirot se retourna une dernière fois, observant la salle de musique. Le dos fissuré du banc de piano, le fantôme de cendre dans l'âtre, le seul pupitre à musique près de la fenêtre où Radner avait autrefois joué, arrogant et magnétique, désormais silencieux pour toujours. Il est peut-être approprié, se dit-il, presque pour lui-même, que le dernier indice soit un étui à violon. Car un violon, comme la vérité, est creux tant qu'on n'en joue pas avec soin. Sur ce, il sortit dans le hall, son manteau déjà plié sur son bras, les semelles de ses chaussures claquant bruyamment sous ses pas. Il récupéra son chapeau sur le porte-chapeau, s'arrêtant brièvement devant le grand miroir au pied de l'escalier pour ajuster l'angle de sa cravate. Sir Lionel le trouva là, surgissant d'un couloir latéral, le visage pâle et fatigué, mais serein. « Monsieur Poirot, dit-il, vous avez rendu un grand service à cette maison, mais je crains qu'il ne faille un certain temps avant que nous en connaissions le coût total. » Poirot inclina légèrement la tête. « C'est toujours ainsi, monsieur. La vérité, une fois révélée, est comme les conséquences d'une tempête. Elle ne laisse aucun endroit intouchable. » Sir Lionel fit un geste vers la porte. « Permettez-moi de faire venir la voiture. » Poirot leva poliment la main. « Merci, mais non. Je vais marcher jusqu'au village. L'air sera bon pour les petites cellules grises. » Et c'est ce qu'il fit. Il marchait seul, tandis que les premières étoiles perçaient le ciel pourpre, son esprit fixant déjà les détails. Fragments classes, motifs catalogues, mensages demos. Il franchit les grilles de l'Arspur hall sans un bref regard en arrière. La maison se détachait solennellement sur le crépuscule, ni triomphante ni lugubre. Elle avait simplement assisté à une nouvelle représentation, celle de l'ego, de l'art et du prix, d'un génie volé. Poirot toucha le bord de son chapeau en se tournant vers le sentier. Quelque part, loin à Vienne, une femme nommée Helena allait bientôt recevoir une nouvelle, non pas de justice peut-être, mais de reconnaissance. Et pour Hercule Poirot, c'était suffisant. Pour l'instant, le village s'étendait devant lui, silencieux sous le crépuscule. Ses lampadaires vacillaient chaleureusement derrière les fenêtres aux rideaux de dentelle, projetant des ovales de lumière jaune sur les rues pavées. À mesure que Poirot approchait, son pas ralentit, non par fatigue, mais par habitude, par la patience exercée d'un homme qui ne cessait jamais de réfléchir, même lorsque les faits semblaient déjà établis. Et pourtant, quelque chose restait en suspens. Il atteignit l'auberge où il avait loué une modeste chambre et gravit l'étroit escalier. Le feu dans sa cheminée avait été allumé par une main attentionnée. À côté, les restes d'un souper tardif attendaient, intacts. Poirot n'y pas. Il alla plutôt à sa valise et en sortit une chemise en cuir,
soigneusement étiquetée d'un seul mot, correspondance. Il en sortit les fragments de la lettre viennoise déchirée, récupérés dans la chambre de Radner. Il les disposa de nouveau sur le bureau, alignant les angles avec la même précision que des portées de musique. Il avait déjà fait cela auparavant. Mais cette fois, il le revoyait d'un œil neuf. La signature, Elena. Le ton, suppliant, désespéré. Les mots, fracturés, mais familiers. Mais ce n'est pas le contenu qui l'a frappé, mais le timing. Il prit son carnet et se tourna vers une frise chronologique qu'il avait commencé à esquisser lors de sa première nuit à Larkspur. Radner avait reçu la lettre d'Elena 2 jours avant sa mort. Géraldine confirma l'avoir vue. Vivienne admit avoir reçu une autre lettre d'Elena quelques semaines plus tôt. Mais alors, pourquoi Radner avait-il été si calme ce soir-là au dîner? Poirot se souvenait du récit de Lydia. Il avait joué une mélodie, douce et distraite. Et celui de Géraldine, sa paranoïa n'avait fait que s'accentuer après la deuxième nuit. Le regard de Poirot s'aiguisa. Il y avait eu 2 lettres. Il se leva et alla chercher son manteau, sortant de la poche intérieure le mot plié qu'il avait pris dans la corbeille à papier de Radner. Ce n'était pas celui d'Elena, il ne portait aucune adresse, seulement ces mots. Tu crois que personne ne sait. Mais je m'en souviens. Dis la vérité, on te l'apprendra. Et une marque, dessinée à la hâte dans un coin. Pas une signature, mais un symbole musical. La marque du crescendo. Pas la lettre d'Elena. Pas le style de Lydia. Pas le ton de Géraldine. Alors à qui? Il pensait à la boîte à musique dans le meuble du hall, à la mélodie altérée. Il pensait à Jonathan au piano. Et puis, petit à petit, il a compris. Il retourna à sa chaise, les yeux plissés, et commença à écrire. Quelques lignes. Pas plus. Quand il eut terminé, il plia le papier, le scella et inscrivit un nom sur le devant. Le lendemain matin, clair et friable, Poirot rentra à Larkspur Hall, non pas avec la démarche solennelle d'un homme revenant sur un crime, mais avec la précision tranquille de celui qui applique le dernier point sur un beau vêtement. Il fut accueilli avec une sorte de respect circonspect. La maisonnée était silencieuse. Personne n'était parti. Il a demandé à voir Jonathan Howard. Ils se sont rencontrés dans la vieille véranda, où les vignes s'accrochaient à la vitre avec une dévotion silencieuse et où l'air sentait faiblement la terre et la mémoire. Jonathan se tenait à la fenêtre du fond. Je suppose que c'est à propos de Clean. En partie, dit doucement Poirot. Mais surtout, c'est à cause de toi. Jonathan S.y retourna. Je te l'ai dit, je n'ai pas tué Radner. Non, acquiesca Poirot. Mais vous avez contribué à orchestrer les conditions de sa chute. Jonathan S.y rated. Vous n'avez pas porté le coup, mais vous avez préparé le terrain, dit Poirot. Vous avez envoyé ce message anonyme, menaçant de le dénoncer. Non pas pour plagiat, mais pour un autre type de vol. Jonathan n'a rien dit. Poirot se vainca. Tu étais amoureux de Lydia. Tu as vu comment Radner l'utilisait. Il la flattait, la manipulait, puis la rejetait lorsqu'elle le repoussait. Tu l'as reconnu, car cela reflétait ce que tu avais déjà vu avec ta propre mère. Avec Lady Vivienne. La voix de Jonathan était basse, rauque. Il les a ridiculisés. Tous les deux. Il a pris leur musique, leur affection, et en a nourri son ego. Je voulais qu'il l'admette. Publiquement. Je pensais que si je le poussais suffisamment loin, il le ferait. Tu n'as jamais voulu que quelqu'un meure. Jonathan secoua la tête. Je ne savais même pas que Clean était son frère. Je pensais que c'était juste un autre charognard de Radner. Et Pensais. Il hésita. Je pensais qu'il avouerait. Que Lydia avait right la vérité. Que je pourrais enfin arranger les choses. L'expression de Poirot s'adoucit, non pas de pitié, mais d'une étrange et douce fatigue. Tu as essayé de parler à travers le crime d'autrui. Tu as joué ta partition dans la composition d'un autre. Et maintenant, l'écho persiste. Il tendit le papier plié à Jonathan. J'ai écrit ceci au magistrat. Cela explique votre rôle. Cela ne l'excuse pas, mais j'estime que vous avez agi sans intention de nuire. Que cela ait de l'importance, ce sera à d'autres de décider. Jonathan prit le papier lentement, les mains tremblantes. Il ne dit rien de plus. Plus tard dans l'après-midi, Poirot s'assit de nouveau dans la salle de musique. Seul, le violon cassé avait été retiré. La cloche avait disparu. À sa place, le pupitre était nu. Lady Vivienne entra, hésitante, mais sereine. Elle s'assit à côté de lui sans un mot de passe. Ils emmènent Sébastien demain, dit-elle. L'inspecteur dit que les tribunaux seront cléments. Poirot hocha la tête.
Peut-être. Il l'a fait par amour. Dit-elle. Est-ce un pardon, à vos yeux? Non, répondit Poirot. Mais c'est une raison. Et parfois, c'est tout ce qu'on peut demander. Elle baissa les yeux. J'ai écrit à Helena. J'ai joint un exemplaire de la sarabande. Lydia a accepté de le signer de son nom. Et de celui d'Helena. Poirot haussa légèrement les sourcils. Ah, alors peut-être que quelque chose de beau naîtra de quelque chose de terrible. Vivienne parvint à esquisser un léger sourire. Ce n'est pas du pardon, mais c'est peut-être de la reconnaissance. Ils restèrent assis en silence pendant un moment encore. Poirot se leva enfin. Au revoir, madame. Que votre maison trouve la paix maintenant, même si elle ne chante plus. Dehors, le ciel était d'un bleu pâle, lavé par la pluie et ses conséquences. Poirot s'engagea sur l'allée de gravier, ajusta son chapeau et quitta Larkspur pour la dernière fois. Derrière lui, la porte se referma, non pas avec un fracas, mais dans un silence, comme à la fin d'un spectacle. Il n'y aurait pas de rappel. Seul le souvenir d'une chanson qui avait autrefois tenté de s'envoler et qui s'était brisée en plein milieu d'une note. Le train en provenance de la gare de Midhurst roulait à toute allure à travers les 12 collines du Sussex, son bourdonnement rythmique s'écrasant contre les vitres comme une berceuse muette. Poirot était assis seul dans un compartiment privé, les mains soigneusement posées sur un journal plié qu'il n'avait pas lu. Dehors, le paysage défilait vert et or, indifférent aux affaires humaines. Mais l'esprit de Poirot restait occupé non par la culpabilité ou le crime, ni même par le châtiment, mais par la vérité, dans sa forme la plus insaisissable. Il ne considérait pas l'affaire comme close. Resolue, certes, mais pas conclue. Une représentation peut s'achever, mais sa note finale reste gravée dans l'oreille. Il restait quelque chose sans réponse. Quelque chose qui bourdonnait faiblement dans le silence entre les détails, comme la vibration à peine perceptible d'une corde de violon longtemps après que l'archet se soit levé. Helena avait écrit de Vienne. Sébastien avait agi par loyauté. Jonathan avait menacé de révéler son secret. Vivienne avait caché plus qu'elle n'en avait avoué, mais pas tout. Et Lydia, la fille au bord de chaque scène, avait été utilisée, certes, mais en savait aussi plus qu'elle n'osait le dire. Poirot fouilla dans sa valise et en sortit une dernière lettre, non pas de la valise, mais de l'inspecteur, remise à l'auberge le matin même avant son départ. C'était une copie de la déclaration officielle de Sébastien Kling. Poirot la relut, les yeux plissés à une ligne précise. Il était entré dans la salle de musique cet après-midi-là, le violon à la main. Il a joué quelques mesures d'un morceau que j'ai reconnu, pas celui de ma sœur. Quelque chose d'autre. Quelque chose d'étrange. Quand je l'ai confronté, il a dit « Ce n'est même plus à elle ». Je l'ai fait mien. Poirot plia la page. Ce n'était plus la sienne. Ce n'était pas la déclaration d'un plagiaire. C'était la fierté d'un inventeur. Mais ce n'était pas la sarabande d'Helena qui avait été déchirée à côté de son corps. C'était celle de Lydia. La contradiction se déformait dans l'esprit de Poirot. Helena avait écrit à Radner. Géraldine avait vu la lettre. Vivienne en avait reçu une aussi. Mais la signature musicale, le faible mis en boucle, était apparue non seulement sur une page en possession de Lydia, mais aussi dans son dossier. Lydia avait-elle également reçu une lettre d'Helena? Poirot se pencha en arrière, son esprit reconstituant la scène, non pas telle qu'elle était mise en scène pour les yeux, mais telle qu'elle était vécue en silence. Il imaginait Radner, acculé et sur la défensive. Il imaginait Jonathan glissant un mot dans la chambre de l'homme anonyme, accablant. Il imaginait Sébastien s'approchant avec sa propre demande de justice. Mais au-dessus de tout cela, il y avait eu Lydia. Observatrice. Attendante. Avec sa musique. C'était sa composition, et non celle d'Helena, que Radner avait cherché à utiliser en dernier. Il avait épuisé le matériel d'Helena, ou craignait le risque, et s'était tourné vers celui de Lydia. Mais elle avait refusé. Et lorsqu'elle l'avait fait, il l'avait menacée. Ou peut-être pire. Poirot inspira profondément. Il se souvint du regard de Lydia le lendemain de la mort, voilée, effrayée. Non seulement par ce qui s'était passé, mais par ce qui pourrait encore arriver. Elle avait dit avoir trouvé un morceau de la sarabande devant la salle de musique. Un détail curieux, trop bien placé. Il se souvint de la déclaration de Vivienne. Charles avait tenté de faire passer la composition de Lydia pour la sienne. Lydia ne l'avait jamais nié catégoriquement. Elle avait seulement dit qu'elle avait paniqué. Poirot regarda par la fenêtre et le paysage défila en flou de couleurs,
mais il n'en vit plus rien. Il a vu la possibilité qu'il avait manquée. Et si Lydia avait été là avant Sébastien? Et si elle était allée voir Radner après le dîner? Seule? La page déchirée? Le violon brisé? Le corps? Et si ce n'était pas simplement la fin d'une séquence, mais le résultat d'intentions qui se chevauchent? Poirot repensa aux manches brisées du violon. Si précisément, fracturé. Exécuté avec fureur, mais pas au hasard. Un acte non pas chaotique, mais de rejet. Lydia aurait-elle pu casser le violon en premier? Leur confrontation aurait-elle pu tourner au physique? Et si Sébastien était entré non pas au moment de la violence, mais juste après? Cela expliquerait la culpabilité dans son regard, mais aussi l'absence de détails dans son récit. Il avait avoué le crime pour protéger quelqu'un, mais pas Helena. Poirot pressa une main contre sa bouche. Il avait posé la mauvaise question. Non pas qui avait tué Charles Radner, mais qui, selon Sébastien, avait besoin de protection. La réponse, bien sûr, était Lydia. Il se souvenait d'elle dans la salle de musique, lorsque Poirot s'était adressé au groupe pour la première fois. Pâle, les mains serrées, ses réponses brèves. Il l'avait alors écartée, la considérant comme une victime. Mais maintenant, le train fit une légère embardée en passant sur un pont, et les pensées de Poirot s'immobilisèrent, comme une aiguille trouvant le sillon d'un disque. Toute cette affaire avait été une fugue. Une composition aux voix superposées. Une ligne menait, une autre suivait, et chacune dominait à tour de rôle. Mais toujours, la mélodie revenait. Retour à Lydia. Il repensa à la boîte à musique. La mélodie familière, mais altérée. C'était l'arrangement de la sarabande de Lydia par Radner, qu'elle lui avait pris sans son consentement. Joué comme si c'était le sien. Et puis elle la retrouva, découvrit qu'il l'avait fait sienne. Non par flatterie, mais par effacement. Poirot ferma les yeux. C'était là la véritable trahison. Helena avait été mise de côté. Vivienne désillusionnée. Jonathan humilié. Mais Lydia, elle était jeune, encore incomplète, et se faire voler sa voix avant même de l'avoir entendue, c'était aussi une forme de meurtre. Il ouvrit les yeux, plus perçant désormais, non pas avec condamnation, mais avec clarté. Sébastien l'avait vu debout près du corps, peut-être sous le choc, ou peut-être pas. Et il avait compris. Et il avait décidé de la protéger. Il avait cassé le violon. Il avait arrangé la scène. Il avait avoué. Poirot respira profondément. Personne n'avait vraiment menti. Mais chacun avait teinté la vérité à sa façon. Il prit son carnet, traça une ligne sous la dernière entrée et écrivit. Le mouvement final est un duo, toujours. Il referma le carnet, satisfait non pas de la punition, mais de la compréhension. Il ne retournerait pas à Larkspur. Il ne poursuivrait pas Lydia plus loin. La justice, comme la musique, avait plusieurs tempos. Et certaines compositions étaient censées se terminer non pas par un crescendo, mais par un point d'orgue. Une pause. Un silence. Une chance pour que quelque chose de nouveau commence. Le train ralentit à l'approche de Londres, ses roues grinçant doucement sur les derniers kilomètres de voie. Poirot ramassa sa valise, mais son regard resta fixé par la fenêtre, où les premières feuilles d'automne scintillaient comme des notes effacées sur un bâton usé. Bien que l'affaire de Larkspur Hall fût publiquement résolue, Poirot portait en lui tout le poids de ce qui restait non dit. Et pourtant, il avait fait la paix avec elle, à sa manière. Aucune accusation n'avait été portée contre Lydia Fanchurch. Poirot n'avait pas non plus prononcé un mot la mettant en cause. Aux yeux de la loi, Sébastien Klein avait agi seul, dans un moment de rage et de chagrin. Mais aux yeux de Poirot, la justice avait été rendue dans sa forme la plus humaine, incomplète, mais vraie. Il arriva à Londres en début d'après-midi, la ville bourdonnant du bourdonnement mécanique des voitures, des téléphones et des pas sur le trottoir. Cela le replongea dans l'atmosphère inquiétante de la campagne du Sussex. Pourtant, malgré la routine, ses pensées s'attardèrent sur Lydia non par suspicion, mais par compréhension. À son appartement, Poirot retira son manteau, s'assit à son bureau et sortit l'exemplaire final de la sarabande. Il lui avait été envoyé anonymement quelques jours plus tôt, soigneusement plié dans une enveloppe bleu pâle, l'écriture étant féminine mais ferme. Pas de signature. Juste une brève note sur la page d'accompagnement. Pour celui qui a vu toute la composition. Poirot avait immédiatement su que c'était de Lydia. La partition portait son style, certes, mais aussi quelque chose de plus profond, de plus mature. Le phrasé était plus audacieux, le tempo plus assuré. Et en haut de la page,
non pas à l'encre mais légèrement enfoncées dans le papier par une pression minimale, figuraient deux initiales, LE. Lydia et Helena. Une paternité partagée. Cela émut Poirot plus qu'il ne l'aurait cru. Deux femmes, l'une vivant dans l'ombre, l'autre en émergeant, choisissant de s'attribuer le mérite sans complexe, non par intérêt ou par reconnaissance, mais pour redresser la situation. Un rééquilibrage discret. Et sous tout cela, Poirot entendit à nouveau la mélodie la plus profonde. Non pas celle du crime, mais celle d'une identité retrouvée. Il mit la partition de côté et alla se verser une tisane. Tandis que la bouilloire sifflait doucement, il se souvint de la dernière fois qu'il avait parlé à Lydia. Elle quittait Larkspur, le lendemain de l'arrestation de Sébastien. Les autres étaient restés à l'intérieur, peut-être par chagrin, peut-être par honte. Lydia était restée seule sur les marches, sa valise à côté d'elle. « Tu retournes à Londres ?» avait demandé Poirot, les mains derrière le dos. Elle avait hoché la tête. « Oui, j'ai été acceptée en résidence de composition à Hampstead. »« Ah » avait-il dit d'un ton léger mais mesuré. « Et que vas-tu composer ?» Son expression avait alors changé. Non pas plus lumineuse, mais plus profonde, plus calme, plus résolue. « Quelque chose d'honnête » avait-elle répondu. « Enfin !» Poirot s'inclina. « Alors je vous souhaite du succès, mademoiselle. Mais aussi, la liberté. Ce ne sont pas toujours les mêmes. » Elle s'était arrêtée là, et les deux s'étaient regardés non pas comme des détectives et des suspects, mais comme deux personnes qui comprenaient le prix du silence. Alors qu'il versait l'eau chaude sur les herbes et regardait la vapeur s'élever, Poirot considérait la fin de l'histoire non pas comme un aboutissement, mais comme une délivrance. La mort de Radner avait été le résultat tragique de conséquences convergentes. L'orgueil, la trahison, l'ambition, mais aussi la protection et l'amour. Sébastien avait agi au dernier moment, mais Lydia s'était dressée devant lui. Et plutôt que de la condamner, il l'avait protégée. C'était aussi une forme de justice. Et Poirot, bien que dévoué à la vérité, n'était pas une machine. Il comprenait que certaines vérités, une fois dévoilées, n'avaient pas besoin d'être dites à voix haute. Il suffisait simplement de les entendre, en silence, et de les laisser aller. La sonnette retentit juste au moment où il s'asseyait. Rien d'étonnant. Il ouvrit la porte et trouva l'inspecteur-chef Japp, son par-dessus en bandoulière, l'air perplexe. « Tu es un homme difficile à suivre, Poirot. »« Je marche seulement à la vitesse de la pensée, » répondit doucement Poirot en le faisant entrer. Japp se laissa tomber dans son fauteuil en grognant. « Alors, c'est vrai, ce que j'ai entendu ? Vous avez bouclé l'affaire Radner sans même envoyer un mot à Scotland Yard ?» Poirot haussa un sourcil. « Auriez-vous aimé être convoqué dans une pièce pleine de violons brisés et de cœurs brisés ?» Japp gloussa. « On dirait que c'est le cas dans la plupart de mes affaires. Pourtant, vous n'avez pas arrêté la fille. »« Non. » Japp se pencha en avant. « Tu aurais dû ?» Poirot remuait doucement son thé. « Si vous voulez dire, l'a-t-elle tué ? » ?»« Non. Mais si vous voulez dire, son refus d'être effacé a-t-il finalement provoqué l'effondrement ? » ?»« Oui. Et est-ce que je la blâme pour ça ?» Il s'arrêta, puis regarda Japp dans les yeux. « Non. » Japp se gratta le menton. « Tu as toujours été romantique, malgré toute cette symétrie. » Poirot sourit faiblement. « Non, mon ami. Pas un romantique. Un réaliste. Un homme qui sait quand la punition est inutile et quand la vérité est mieux servie par le silence. » Japp eut un petit rire et se laissa aller en arrière. « Un de ces jours, Poirot, ta conscience va te causer des ennuis. » Poirot sirota son thé. Il faut vivre avec ses problèmes, comme avec sa mélodie. Répéter ou résoudre. Ils restèrent assis tranquillement un moment de plus. Puis Japp dit, « Bon, si tu n'as plus de meurtrier à démasquer cette semaine, tu pourrais peut-être dîner avec moi ?» Poirot pencha la tête, pensif. « Seulement si ce n'est pas du roast-beef. » Japp se leva, un sourire aux lèvres. « Tu es vraiment impossible. » Et pourtant, dit Poirot avec une lueur dans les yeux, « j'ai toujours raison. » Les deux hommes partirent, l'appartement se figeant derrière eux. Sur le bureau, les pages de la sarabande bruissaient faiblement dans la brise du soir qui soufflait par la fenêtre ouverte. Dehors, quelque part dans la ville, une jeune compositrice nommée Lydia allait bientôt s'asseoir à son propre piano et recommencer. Pas avec des billets empruntés, mais avec la sienne. Le soleil d'automne avait déjà commencé à décliner lorsqu'Hercule Poirot traversa le parc de Hampstead. Le ciel était strié de cuivre poli, les arbres perdant leurs feuilles dans un murmure. Il marcha d'un pas décidé,
les mains gantées croisées dans le dos, jusqu'à la modeste maison géorgienne où vivait désormais Lydia von Schurch. C'était un lieu sans prétention, mais pas austère, un lieu de commencement, non de fin. Il n'avait écrit aucune lettre, pris aucun rendez-vous. Mais il savait qu'elle serait là. Certaines réunions ne nécessitaient aucune convocation officielle. La porte s'ouvrit avant qu'il puisse frapper. Lydia se tenait là, encadrée par la lumière du couloir, sans surprise de le voir. Son expression était posée, plus âgée, non pas en âge, mais en esprit. « Monsieur Poirot, » dit-elle doucement, « je me demandais quand vous viendriez. »« Je ne viens pas en accusateur, » répondit-il doucement, « mais en témoin. Puis-je » Elle s'écarta, le laissant entrer. L'intérieur était dépouillé mais chaleureux, rempli de livres et de musique. Un modeste piano droit trônait dans le salon, son couvercle fermé, le banc soigneusement rangé. Sur la cheminée, au-dessus, se trouvait une photographie encadrée, non pas de Radner, ni d'aucune famille, mais d'une scène au crépuscule, vide à l'exception d'un pupitre solitaire. Poirot s'assit et servit le thé. Aucun mot ne fut échangé jusqu'à ce que les tasses soient placées devant eux. « Sébastien a été condamné, » dit-elle enfin. « 2 ans avec sursis. » Poirot hocha la tête. Le juge a été sage. Le jury, encore plus sage. Lydia soutint son regard. « Tu le savais. Depuis le début ?»« Pas dès le début, » admit-il. « Seulement à cause du silence. »« Voyez-vous, mademoiselle, la plupart des gens parlent pour cacher des choses. Mais vous, votre silence venait de ce que vous saviez quelque chose de trop lourd à nommer. Et c'était plus révélateur que n'importe quelle confession. » Elle détourna le regard, à voix basse. Il a essayé de tout prendre. La musique, le crédit, l'histoire. Il a dit que je n'avais pas de nom, que je disparaîtrais comme les autres. Mais tu n'as pas disparu, dit doucement Poirot. Tu es resté. Et plus encore, tu as choisi de ne pas porter le coup fatal. Elle leva brusquement les yeux. J'en avais envie. Cette nuit-là, quand je l'ai confronté, j'aurais pu. J'ai failli le faire. Je sais. Elle se leva alors et se dirigea vers le piano, ses doigts effleurant les touches mais ne jouant pas. Je suis allé dans sa chambre avant le dîner. Il avait le sarabande, ma musique, mon phrasé, mais il avait changé la dynamique. Il l'avait fait sienne. Poirot écoutait en silence. J'ai exigé qu'il me le rende. Il a ri. Il a dit que je devais être flatté. Ce génie exigeait des sacrifices. Sa voix se crispa. Je suis parti avant de faire quelque chose d'irréversible. Mais pas avant de lui avoir dit que s'il la jouait, je le dénoncerais. Et c'est à ce moment-là, dit doucement Poirot, qu'il a compris qu'il avait perdu le contrôle. Lydia hocha la tête. Plus tard, j'ai entendu le violon. Du couloir. Je pensais qu'il répétait. Mais à mon retour, la pièce était silencieuse. Le violon cassé. Et Sébastien était là. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. Il ne me l'a jamais dit. La voix de Poirot était douce. Il a vu ce que tu ne pouvais pas te permettre de perdre. Et il a choisi de le porter pour toi. Elle se tourna vers lui. Ai-je eu tort de le laisser faire? Non, répondit simplement Poirot. Vous n'aviez pas tort. Lui non plus. Il y a des crimes de droit et des crimes de cœur. Ce n'était ni l'un ni l'autre. C'était une conclusion. Une conclusion nécessaire. Lydia se rassit lentement. Son sang-froid ne faiblissait pas, mais ses yeux brillaient. J'entends encore sa voix, dit-elle. Celle de Radner. Il me disait que je n'étais rien. Poirot se pencha en avant. Et pourtant, votre musique porte désormais votre nom. Votre sarabandea a été jouée la semaine dernière, n'est-ce pas? J'ai lu l'avis dans le Times. Le critique a dit que c'était une expression obsédante et sans complexe de défiance. Il a souri. Inutile de faire taire le fantôme. Vous l'avez déjà noyé. Elle rit alors doucement, un rire bref, essoufflé, mais réel. Poirot termina son thé et se leva. Je ne reviendrai pas, mademoiselle, ni avec des questions, ni avec des rappels. Ce qui a été brisé a déjà été réparé, sous une autre forme. Elle l'accompagna jusqu'à la porte. La lumière dorée de la fin de journée baignait le trottoir, et les premiers frissons du soir piquaient l'air. Merci, dit-elle, non pas pour l'affaire, ni même pour la discrétion, mais pour la compréhension. Poirot s'inclina. Vivez votre vérité, mademoiselle, et préservez-la précieusement. Il y a toujours des gens qui réécriraient la mélodie d'autrui pour la mettre en harmonie avec la leur. Il s'est retourné et s'est éloigné.
Derrière lui, la porte se referma. Et de l'intérieur, après quelques instants, une note de piano retentit. Puis une autre. Et puis, avec une grâce délibérée, la voix pleine du sarabande commença à s'élever, non plus défigurée, non plus volée. Odysseus. Inébranlable. La sienne. Alors qu'il atteignait le coin et disparaissait dans le crépuscule descendant, Hercule Poirot sourit, non pas au bruit lui-même, mais à ce qu'il représentait. Pas une performance, mais un début.